Bonjour et bienvenue sur les hauteurs de Saint-Tropez pour une nouvelle saison d'Auto Italinfo, la seule émission 100% automobile italienne. Alors que Lancia et Alfa Romeo capitalisent sur des modèles qui ont plus d'1 an, seul Fiat a profité du mondial pour commercialiser 2 nouvelles voitures, la Panda 4x4 et la 500L. C'est ce modèle que nous vous proposerons à l'essai. Au sommaire également un retour sur le mondial de Paris. Nous poserons 3 questions au commissaire de l'exposition sur l'automobile et la publicité, Laurent Herriou. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Ouvrons cette page actualité par de bonnes nouvelles. Les résultats de Ferrari au premier semestre 2012 établissent un nouveau record pour la marque au cheval cabré. Avec 3664 voitures livrées, c'est une hausse de 7,4%. Mieux, ses revenus augmentent de 11,9% et son profit net de 10% à 100,8 millions d'euros. Un succès à mettre au palmarès des 2 modèles 8 cylindres de la marque, les California 30 et 458 Speeder. Du côté des 12 cylindres, c'est la FF qui tire Ferrari vers le haut. États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Chine et Suisse sont les marchés qui progressent le plus, alors que l'Italie est en chute libre. Preuve du succès des voitures de Maranello, la Ferrari 458 Speeder vient d'être élue en Angleterre meilleur sportif décapotable de l'année par le Sunday Times Driving, la section automobile du célèbre journal britannique, un journal qui récompense dans le même classement la toute nouvelle F12 Berlinetta du titre de meilleure supercar et voiture de luxe. Ferrari qui séduit ses clients, la presse et ses fans. Parmi eux, plusieurs se sont rendus à Maranello pour des visites privilégiées ces dernières semaines, à commencer par le gouverneur du Texas, Rick Perry. L'ancien candidat à l'investiture républicaine pour l'élection américaine est en pleine campagne de promotion du Grand Prix de F1 du Texas, qui se déroulera à Austin le 18 novembre. Le cycliste Tom Boonen, champion du monde en 2009 et quadruple vainqueur du Paris-Roubaix, est également passé par Maranello il y a quelques jours. Malgré la pluie, il a pu faire quelques tours de piste en F12 Berlinetta aux côtés du pilote d'essai Raffaele De Simone. Enfin, en marge du Festival du film de Venise en septembre, c'est Michael Mann qui est venu découvrir tous les petits secrets de Maranello. Le réalisateur de cinéma et président de la 69e Mostra de Venise a lui aussi pu tester la nouvelle F12 Berlinetta, un test qu'il a réalisé en connaisseur. Michael Mann possède en effet une 599 GTB Fiorano et une 599 GTO. Partons maintenant à Rome avec Lancia, mais toujours dans le cadre de la Mostra de Venise 2012, un festival dont la marque était partenaire pour la 7e année consécutive. Et pour l'occasion, Lancia en est devenu acteur en produisant le court-métrage d'art She Was Here. Inspiré de l'atmosphère des nuits romaines des années 50-60, il a été réalisé par Gabriele Muccino et présenté au Lancia Café. Lancia a également profité du Festival de Venise pour célébrer les 100 ans de l'un de ses fournisseurs emblématiques, Poltronafro. Les stars de cinéma ont ainsi pu circuler le temps du festival à bord d'un modèle unique de la Lancia Flavia, la version Red Carpet, tapis rouge, intégralement habillée de cuir rouge, Poltronafro évidemment. Quittons le cinéma mais restons dans les paillettes avec l'élection de Miss Italia 2012, un événement dont Fiat était partenaire. Au cours de l'élection, 2 anciennes Miss Italie se sont même promenées à bord de la nouvelle Panda dans les rues de Montecatini. La Miss Italia 2012, tout fraîchement élue, a par la suite également fait le déplacement à Paris pour être présente au moment de la révélation de la nouvelle Panda 4x4 à la presse. Vous rêvez de filer à l'anglaise à bord de votre Fiat 500 personnalisé?
C'est maintenant possible grâce à la série spéciale Liberty and Art Fabrics, une série spéciale créée uniquement pour la France et qui reprend, à l'extérieur comme à l'intérieur, les célèbres motifs de l'un des plus anciens grands magasins londoniens. Facturée 15 400 €, la 500 Liberty and Art Fabrics est disponible uniquement avec le moteur essence 1,2 litre de 69 chevaux et sera déclinée jusqu'au mois de juin 2013 en 5 coloris différents. Direction Tychy en Pologne maintenant, où la Fiat 500 est produite, tout comme d'autres modèles du groupe Fiat depuis 1971. Une usine qui a fêté son 10 millionième véhicule le 15 octobre dernier. Il s'agit d'une Fiat 500C 1,2 litre Lounge rouge destinée à l'Allemagne. Vous aimeriez une Fiat 500 équipée du moteur essence multi-air turbo de 135 chevaux de la Bart, mais sans le look peu discret du modèle au Scorpion? C'est maintenant possible aux États-Unis. Fiat y commercialise en effet la 500 Turbo. Suspension, direction et système de freinage ont cependant été revus et adaptés à la puissance du moteur. Le bouclier avant est également modifié, tout comme les jantes spécifiques à cette version. La 500 Turbo est également le premier modèle Fiat à recevoir le système audio Beats by Dr. Dre. Facturé 19 500 $, cette Fiat 500 Turbo est proposée en 7 teintes de carrosserie. C'est une drôle de Fiat 500 que pourront voir les visiteurs du SEMA Show à Las Vegas à partir du 30 octobre. Mopar, le spécialiste de la personnalisation du groupe Chrysler, y présentera en effet un prototype dénommé Beach Cruiser. En gros, une 500 pour la plage. Noir mat, elle élargie, galerie en tech pour transporter les surfs. La 500 Beach Cruiser dispose aussi d'une sortie d'échappement et d'une prise d'air retravaillée pour améliorer les performances, mais surtout d'une danseuse hawaïenne qui trône au centre de la planche de bord, un détail qui fait toute la différence et le charme de cette 500 Made in US. Revenons en Europe et plus particulièrement en Sicile, où Ferrari organisait mi-octobre le Ferrari Tribute to Targa Florio, un rallye de régularité pour ses clients. Venus du monde entier, ils ont parcouru plus de 900 km sur les célèbres routes de la mythique Targa Florio. Au terme de 3 jours de course, c'est un équipage italien qui s'est révélé le plus régulier au volant d'une 512 TR de 1992. Mi-septembre se déroulait en Angleterre l'étape britannique des Ferrari Racing Days, et le moins que l'on puisse dire c'est que les Anglais sont toujours fans de belles automobiles. Mené par Felipe Massa à bord d'une 458 Speeder, ce sont pas moins de 964 Ferrari qui ont formé une parade sur la piste de Silverstone, battant largement le précédent record établi en 2008 avec 490 voitures seulement. Puisque l'on est en piste, parlons compétition. Le Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe a fait étape en Espagne en octobre, à Vallelunga. Pour la dernière course de la saison avant la finale mondiale, Alessandro Balzan et Björn Grossman ont confirmé leur domination en confortant leur avance au classement général du Trofeo Pirelli. Dans la Coppa Shell, le Russe Alexei Bazov a lui aussi conforté son avance au classement général en terminant second des 2 courses. La version Asie-Pacifique est pour sa part terminée depuis le 23 septembre et l'étape de Singapour, une étape remportée par Alain Lee sous drapeau jaune et voiture de sécurité après un accident ayant impliqué l'Australien Stevie Watt. Les participants des 3 séries, européennes, américaines et asiatiques, ont maintenant rendez-vous à Valence, en Espagne, du 29 novembre au 2 décembre pour la traditionnelle finale mondiale qui regroupe toutes les activités sportives de la marque au cheval cabré. Un événement où l'on retrouvera sûrement la Ferrari numéro 51 du team AF Corse, qui en remportant les 6 heures de Bahreïn fin septembre aux mains de Giancarlo Fisichella et Tony Villander, s'est assuré du titre 2012 en championnat du monde FIA d'endurance, 2 courses avant la fin de la saison. Les 33 pilotes venus de 14 pays composaient le plateau 2012 du Maserati Trofeo MC World Series étaient aux États-Unis à Sonoma fin septembre pour la 5e et avant-dernière manche de la saison. Une manche qui a vu Renaud Coppens remporter 2 des 3 courses du week-end. Avec 168 points, il devance de seulement 24 points la paire Fasicolo-Sernagiotto et de 30 points Simoni et Ragazzi.
Le championnat se jouera donc lors de la dernière manche de la saison, le 4 novembre prochain, à Shanghai. Lamborghini n'est pas en reste avec son Super Trofeo. La dernière manche s'est déroulée en Espagne, sur la piste de Navarra. En terminant second de la première course, le Suisse Cédric Leimer a remporté son second championnat consécutif. Il devance le Français Dimitri Enjalbert et le Belge Bernard Delez. Lamborghini et Blancpain en ont profité pour annoncer la continuation du Super Trofeo 2013, une compétition qui se disputera avec une nouvelle auto, la Gallardo LP 570 4 Super Trofeo 2013, dévoilée elle aussi à Navarra. La voiture reprend les modifications esthétiques du modèle commercial et reçoit de nouveaux éléments aérodynamiques ajustables, ainsi qu'un nouvel aileron arrière réglable en 10 positions. Des modifications qui devraient permettre une amélioration de l'efficacité aérodynamique de 120%. L'actualité de cette rentrée, c'était évidemment le Mondial de l'Auto de Paris qui a fermé ses portes le 14 octobre. Un mondial positif puisqu'avec 1 231 416 visiteurs, c'est une baisse de fréquentation de seulement 2% par rapport à 2010, malgré un contexte difficile et un premier semestre 2012 en chute libre en termes de vente de voitures. Alors un premier semestre compliqué dans un univers de marché très difficile, certainement plus difficile que ne le laissent transparaître les chiffres aujourd'hui. Puisqu'en dépit du recul du marché des immatriculations, on a un marché commande en France qui recule là aussi fortement, et notamment sur les ventes à particuliers, ce qui pour nous évidemment est problématique puisque Fiat est particulièrement performant sur les ventes à particuliers. Donc vraiment une première partie d'année à l'image de tout ce qu'on entend sur l'automobile aujourd'hui. Chez Abarth, par contre, marque plus spécialisée et aux objectifs plus réduits, on semble moins souffrir. Nous sommes en ligne avec le target que nous avons signé. Nous avons livré jusqu'à aujourd'hui plus de 650 véhicules. Target pour 2012, c'est de supérer ou de s'approcher à 900 véhicules. Donc j'estime que nous avons toutes les conditions pour le faire. Donc jusqu'à aujourd'hui, assez positif. Nous avons un trimestre qui n'est pas facile, un marché qui est un peu difficile. Mais, en fait, on confirme le target de l'année, soit en volume, soit en livraison, soit en termes de profitabilité. Chez Lancia, ce mondial était l'occasion pour Stéphane Labousse de faire un premier bilan, un an après son arrivée à la tête de Lancia France. Le premier bilan à date, il est positif, il n'est pas satisfaisant parce qu'on voudrait progresser plus rapidement, plus fortement, mais la marque progresse environ de 70% à peu près à fin août par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà fait une assez forte progression sur la même période entre juin et décembre, qui était la période où on avait rebâti le réseau et reparti avec cette nouvelle gamme. Maintenant, c'est un gros travail de fond, il faut développer la notoriété de la marque. De manière très rationnelle, l'intégration de ces produits US et ces produits italiens, il faut les intégrer du mieux qu'on peut. Beaucoup d'efforts ont été faits d'ailleurs sur les finitions, sur un certain nombre de choses pour le faire. Et puis c'est de progresser avec notre réseau pour effectivement développer le plus possible nos ventes et le service à nos clients. C'est donc dans un contexte difficile que se déroulait ce mondial 2012, un contexte peu favorable au grand lancement. D'ailleurs, peu de nouveaux modèles italiens étaient présentés. Ainsi, Alfa Romeo se contentait de séries spéciales. Sur les séries unités, on en présente 3 aujourd'hui sur le stand. 2 SBK, alors une SBK Quadrilo Verde, très haut de gamme avec le moteur le plus puissant, avec des sièges issus de la compétition, donc quelque chose de très rare, des sièges baquets, très légers, carbone. 15 unités, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la version de volume, qui est la SBK tout simplement, où là, ça va représenter à peu près 20% de nos ventes l'année prochaine. On la montre ici, on la commercialise, et on la livrera fin d'année, début d'année prochaine. C'est une voiture qui est complètement personnalisée au niveau de son esthétique. Donc vous avez des toits de couleurs, c'est la première fois qu'on présente ça sur notre gamme. Rouge, blanc, noir, avec des associations à la carrosserie, des jantes spécifiques, des intérieurs spécifiques et un prix très bien placé puisque cette série spéciale offre un avantage client par rapport aux autres versions de la gamme de 40%, donc il y a quand même une volonté aussi commerciale agressive derrière. Donc ça c'est pour Mito, donc une grosse actualité qui se voit au premier coup d'œil, vous voyez la voiture, vous dites c'est différent, c'est important. Et la Giulietta, donc on a une série très exclusive, 150 exemplaires, la collectionne comme on l'appelle, que sur des moteurs haut de gamme, 170 chevaux TCT, diesel ou essence et le 140 chevaux diesel, avec un cuir exclusif, nouveau, bicolore, qui est magnifique, avec
le plein d'équipements, le toit panoramique, le GPS, également à un prix relativement attractif puisque cette série limitée a un avantage client aussi d'une 40aine de %. Donc on essaie d'animer commercialement parce qu'on veut aussi de relancer la machine aussi et de présenter des nouveautés parce que les gens veulent entendre parler de la marque et c'est avec des séries limitées, en entendant les nouveaux produits, qu'ils vont faire parler de la marque. Des nouveaux produits qui se font attendre et avec 2 modèles seulement, Mito et Giulietta, c'est l'ensemble de sa gamme qu'exposait Alfa Romeo. Mais 2 très beaux modèles qui plaisent puisque la Giulietta est une voiture qui est au top des ventes, qui marche très bien, qui a des valeurs résiduelles très élevées et qui plaît à notre clientèle. La Mito aussi, qui reste une voiture, je dirais, esthétiquement très dans l'air du temps. Et il faut savoir aussi que le segment B et C en France, c'est quand même les 2 gros segments et vous couvrez plus de 60% du marché ou pas loin avec ces modèles-là. Et ça, c'est aujourd'hui. Il y a encore les 159 qui sont disponibles. Et puis, vous le savez très bien, on a annoncé la 4C. On ne voulait pas la présenter ici, parce qu'on l'a déjà présentée. Mais dans un an, je pense que vous aurez le plaisir de la voir. Chez Abarth, on présentait les 595 Turismo et Competizione, 2 modèles déjà vus à Genève, ainsi qu'une série limitée, la 695 Maserati. Seul Fiat sauvait l'honneur avec le lancement commercial de la 500L et surtout la première mondiale des Panda 4x4 et Trekking. Pas de changements fondamentaux d'un point de vue système 4 roues motrices. En revanche, on a quelques changements puisqu'on a l'arrivée du Twin Air et que la version 4x4 n'est plus disponible avec le moteur essence 1200 tel qu'elle l'était sur l'ancienne génération. Elle est disponible soit en diesel, donc le 1300 qu'on connaît, mais aujourd'hui avec le couple, ce qu'on appelle le gros couple, c'est-à-dire un petit peu moins de 20 mètres kg de couple, c'est une progression significative. Et le Twin Air en 85 chevaux, qui est la grande nouveauté qui est aussi apparue sur Panda avec le lancement et qui est déclinée en 4 roues motrices. On lance la Panda 4x4 et la version Trekking. On démarre le mondial avec l'ouverture des commandes. Donc ça c'est un premier point. Les distributeurs peuvent les commander. Les premières voitures, les stocks de lancement, donc les premières voitures visibles vont arriver dans le réseau, là sont en train d'arriver. Et ensuite nous avons, en termes de positionnement prix, on a une Panda 4x4 qui va coûter 2500 € de plus que la Panda 4.2. C'est 250 € de plus que l'ancienne Panda 4x4 à équipement équivalent. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est très bien équipée, climatisée, autoradio CD. Donc on a un positionnement pour cette nouvelle voiture très compétitif par rapport à l'ancienne version. On démarre en version 4x4 à 15 990 € avec le Twin Air. Et on rajoute 850 € pour le diesel, c'est-à-dire on est un petit peu moins de 16 900 €. Voilà, 16 800 €. Chez les constructeurs haut de gamme, là aussi, les vraies nouveautés étaient rares. Lamborghini présentait ainsi une nouvelle version de sa Gallardo, la LP 560 4. Modèle le plus vendu de l'histoire de la marque, la Gallardo s'est écoulée à près de 13 000 exemplaires depuis son lancement. La nouvelle Gallardo LP 564 se caractérise par un nouvel avant divisé par des profilés en diagonale. Les prises d'air avant ont également été agrandies et les jantes en alliage de 19 pouces reçoivent un nouveau dessin Apollo Polish. L'arrière évolue aussi avec l'apparition de triangles et de trapèzes. La gamme Gallardo se complète des nouvelles versions LP 570 4 Edizione Tecnica, offrant un équipement plus riche et un aspect plus personnalisé, ainsi que des versions à 2 roues motrices LP 550 2. Au total, ce sont donc 6 versions différentes que propose Lamborghini pour sa Gallardo. Chez Maserati, alors que l'on attendait notamment la remplaçante de la Quattroporte, c'est la version sportive de la Grande Cabrio, la version MC, qui était dévoilée. Esthétiquement, la Grande Cabrio MC s'inspire directement des modèles de compétition Trofeo et GT4, s'allongeant ainsi de 4,8 cm à cause d'un bouclier avant plus aérodynamique. Sous le capot, le V8 de 4,7 litres développe 460 chevaux et offre un couple de 520 Nm à 4750 tours-minute. La voiture dépasse ainsi les 289 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes 9. Mais concernant les futures vraies nouveautés de la marque, il faut se contenter d'annonces, celles des noms des futurs modèles. Ainsi, la remplaçante de la Quattroporte s'appellera Quattroporte. Prévue pour l'année prochaine, elle continue ainsi une aventure débutée il y a 50 ans, en 1963.
En 2014, année du centenaire de la marque au trident, Maserati lancera une berline plus compacte que la quattroporte et qui répondra au nom déjà légendaire de Ghibli. Enfin, le concept de SUV Kubang verra le jour en 2014 sous le nom de Maserati Levante, un SUV qui devrait s'appuyer sur les plateformes et technologies de la désormais cousine Jeep. Ces 3 nouveautés devraient permettre à Maserati d'écouler 50 000 voitures par an d'ici 2015. Enfin, chez Ferrari, pas de nouveauté à proprement parler, mais un morceau de nouveauté, un châssis. Research in Ferrari never stops. Next limited edition special series car will be hybrid. We are proud to present the world premiere of its Formula One composite chassis that you can see close to our Formula One, because the technology transfer from Formula One to this chassis is crucial. This car and chassis will be entirely made in-house at Maranello using our Formula One technology and know-how. La future remplaçante de la Ferrari Enzo sera donc le premier modèle hybride de la marque et sera basé sur ce châssis en composite issu directement de la Formule 1. Ferrari tacle au passage son principal rival, Lamborghini, autopromu spécialiste du carbone, en précisant ne pas avoir utilisé les techniques de fabrication en fibre de carbone industrielle habituelles, comme le moulage par injection de résine, car ne répondant pas aux normes de qualité et de fonctionnalité de Ferrari. Conçu et réalisé en commun avec la Scuderia Ferrari et avec la participation de Rory Byrne, le concepteur en chef des monoplaces de la Scuderia, ce châssis utilise 4 types différents de fibres de carbone. Au final, à part quelques innovations comme ce nouveau châssis Ferrari, le Mondial de Paris 2012 n'aura pas été un grand cru pour l'automobile italienne. Et si le gel des investissements a été annoncé par Fiat, le développement de nouveaux modèles ne devrait pas être arrêté pour autant. Non, la preuve en est, c'est qu'on est là avec Panda et avec 500L et puis qu'on est là pour parler de tout ça. Non, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on est dans un marché compliqué. Comme on le disait, une vraie crise, une crise assez profonde pour le marché de l'automobile, après une prime à la casse assez destructrice. Aujourd'hui, on a gelé un certain nombre d'investissements, mais on continue à développer. Aujourd'hui, nous, on est dans une phase toujours de rapprochement avec le groupe Chrysler. Donc aujourd'hui, on est actionnaire majoritaire. Et c'est de ce rapprochement que vont naître des nouveautés. Effectivement, on rencontre des difficultés en Europe, comme tous les constructeurs. On est présent avec Fiat et avec Chrysler, évidemment, sur beaucoup d'autres marchés dans le monde. Ça nous permet d'asseoir notre solidité groupe et de penser sereinement à l'avenir. Et si on parle d'avenir pour Fiat, il y aura déjà de l'avenir sur la 500L, puisque l'année prochaine, on va décliner en version trekking, donc à une voiture beaucoup plus lookée, là également qui reprendra la notion de motricité renforcée, comme sur Panda. Et puis la version 7 places également un petit peu plus tard dans l'année. Donc voilà, on continue à se développer. Et puis début 2014, on aura 500X, qui est encore une nouvelle déclinaison qui a été présentée rapidement à la presse internationale au mois de juillet. Voilà, donc les choses continuent et les choses avancent. Et on se bat dans un marché compliqué. Je considère que c'est un thème fort qui fait partie de l'histoire et de la vie automobile. Et quand je parle de thème fort, je pense surtout aussi à une exposition que nous avions faite sur le cinéma et la télévision et sur la bande dessinée. Donc voilà, c'est un petit peu dans le même registre, en sachant qu'il y a quand même une connotation professionnelle en plus sur le sujet. On a proposé à chaque constructeur de choisir dans l'histoire de ses campagnes telle ou telle campagne qu'ils ont retenue pour des raisons qui leur appartiennent. Et nous, on les met en valeur, on les illustre en 3 dimensions avec le vrai véhicule de la campagne devant l'affiche. Alors en termes d'italienne, nous avons 2 Fiat Panda, puisque Fiat a souhaité travailler et communiquer sur la Panda, puisqu'il présente la nouvelle Panda au pavillon 1. Alfa Romeo fête les 50 ans, a fêté cette année les 50 ans de la Giulia
Donc nous avons deux très belles Giulia, dont une qui a 70 000 km d'origine, qui est absolument somptueuse. Et puis nous avons quand même une TI Super. Et puis Lancia, qui est une marque chère à mon cœur. Nous avons travaillé sur la Delta, donc on a une HF 4-wheel drive et puis une des dernières évolutions 2 de l'intégrale dans une couleur en plus superbe. Moi je suis fier de toutes mes voitures, je suis aussi fier d'avoir une Panda parce que la Panda qu'on a en face de nous dans cet état-là, on n'en voit plus dans la rue. Et je suis très concerné par la voiture populaire. Je trouve que les voitures populaires sont toujours des voitures intelligentes. On ne vend pas des millions de voitures par hasard, ça n'existe pas. Alors une fois qu'on a dit ça, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'intégrale Evolution 2, je repartirai bien avec. Mais elle est une Giulia aussi. Alors je me souviens de la voiture à malice pour la Panda. Voilà, ça m'avait marqué. La pêche sans les noyaux aussi, je crois. Et puis oui, il y avait une publicité. Nous ne l'avons pas dans l'exposition. Panda était affiché avec un prix défiant toute concurrence et avec un chauffeur en livrée. Et c'était marqué en dessous, le prix ne comprend pas le chauffeur. Après la Fiat 500 en 2007, la 500 Abarth en 2008 et la 500C en 2009, le jour se lève sur la nouvelle déclinaison de la petite 500, la 500L. L pour large, car cette nouvelle version de la 500 veut nous faire voir plus grand. Pour cela, la 500L affiche 5 portes et des dimensions revues à la hausse. Avec 4,15 m de long, 1,78 m de large et 1,66 m de haut, c'est respectivement 60 cm de plus en longueur, 15 en largeur et 17 en hauteur que la 500. Alors la 500L est-elle encore une 500 ? Si l'on s'arrête au look de la face avant, oui, sans conteste. Mais si l'on prend en considération l'ensemble de l'auto et de ses paramètres, à commencer par sa plateforme qui n'est autre que celle de la Punto, alors non, la 500L n'est pas une 500 à proprement parler, mais plutôt une extension de la gamme 500. D'ailleurs chez Fiat, on parle de cousine de la 500. Une cousine au look moins charmeur, plus pâteau, mais une cousine chez qui l'on retrouve le même esprit de gaieté et de personnalisation, avec par exemple pas moins de 140 accessoires, allant du simple sticker au coque de rétroviseur, en passant par les jantes. 11 coloris sont proposés ainsi que 3 couleurs de toit pour transformer la 500L en voiture bicolore et faire de son auto une voiture unique, ou presque. Au total, 333 combinaisons différentes sont en effet disponibles. Bien que faisant perdre un peu du charme de la 500, les dimensions généreuses de la 500L lui confèrent une bonne habitabilité. À l'intérieur, on trouvera sa place devant comme derrière, que l'on soit grand ou petit. Fiat a voulu que sa 500L puisse accueillir 5 occupants de 2 mètres chacun. Pari réussi grâce à une hauteur sous plafond élevée et une banquette arrière coulissante de série. Mieux, en plus des 5 passagers, la 500L est prévue pour accueillir leurs 5 valises. Doté d'un double plancher, le coffre se montre modulable avec une multitude de configurations offrant de 343 à 400 litres banquette avancée et 1310 litres banquette rabattue. A noter, le dossier du passager avant se rabat, offrant un plancher presque plat et permettant de transporter des objets de 2,40 m de long ou de se reposer lorsqu'un moment de fatigue se fait sentir. Au total, Fiat annonce pas moins de 1500 configurations d'aménagements différentes. Les rangements ne manquent pas à bord avec 22 espaces. On retrouve l'Esprit 500 dans la planche de bord, rétro, laqué et couleur carrosserie. Mais on s'en éloigne par le design plus proche de la Panda 3 avec beaucoup d'éléments carrés aux angles arrondis et une poignée de frein à main commune avec la Panda. Les manettes de la climatisation sont pour leur part issues de l'Alfa Romeo Giulietta à un détail près, le crantage. Très marqué sur la Giulietta, il est ici quasiment inexistant, enlevant l'aspect qualitatif présent sur l'Alfa, dommage. Très correctement équipé dès le premier niveau de finition, Pop, on lui préférera cependant la finition Easy, le second niveau, qui dispose de série de l'autoradio avec écran tactile de 5 pouces, une première pour Fiat, qui laisse ainsi de côté son système multimédia Blue & Me. Cet écran tactile est en effet dérivé du système Uconnect issu du groupe Chrysler.
Il intègre lui aussi les commandes au volant, le Bluetooth et une prise USB. Fiat promet que ce système intégrera prochainement la navigation et une connexion Internet. Notre version Lounge, le haut de gamme, disposait en plus de série des vitres arrière électriques, de tablettes au dos des sièges avant, des capteurs de pluie et de luminosité, du rétroviseur intérieur photochromatique, des radars de recul et des antibrouillards avant avec fonction cornering. Après avoir facilement trouvé sa position de conduite grâce au volant réglable en hauteur et en profondeur, la première chose qui marque à bord de la 500L est sa luminosité et sa visibilité avant. Son silence aussi, à condition de ne pas trop pousser le moteur 1,3 litre multijet de 85 chevaux, un moteur qui se révèle parfait en ville mais qui fait réfléchir avant de prendre la route. Avec un poids de 1315 kg, la 500L est en effet lourde, très lourde, et le petit 1300 est à la peine. Oubliez reprise et dépassement et prévoyez de jouer du levier de vitesse à 5 rapports à la moindre côte. Si vous cherchez une voiture polyvalente, attendez donc quelques mois et l'arrivée du 1,6 litre Multijet 2 de 105 chevaux prévu pour le premier trimestre 2013. Quant au 1,3 litre de 85 chevaux, il permet malgré tout de lancer la 500L à 165 km/h et nécessitera 14 secondes 9 pour atteindre 100 km/h. Côté consommation, annoncée pour 4,2 litres au 100 km, nous avons pour notre part réalisé une moyenne de 7,4 litres lors de notre essai. Avec 110 grammes par kilomètre de CO2 rejeté, la 500L est en zone neutre et n'est sujette ni à malus ni à bonus. Très bien équilibrée, elle offre un bon comportement routier avec une légère tendance à la prise de roulis. L'amortissement est en progrès, plutôt souple, contrairement au siège, assez ferme. Disposant de série dès le premier niveau de finition de 6 airbags, du système de contrôle de trajectoire ESC, avec ASR, MSR, ERM et e-holder, des fixations ISOFIX, de l'aide au freinage d'urgence et de la direction électrique avec fonction City, la 500L est très bien équipée. Avec elle, Fiat a légèrement sacrifié le charme de la 500 au profit de la praticité et de la modularité. Mais face à ses concurrentes, Renault Modus, Opel Meriva ou Ford B-Max, cette 500L reste malgré tout la plus charmeuse. Seule la Citroën C3 Picasso semble pouvoir rivaliser. Quant au tarif, avec une entrée de gamme à 15 550 € et un haut de gamme, notre version 1,3 litre Multijet Lounge à 20 900 €, cette 500L est dans les tarifs hauts du segment, un tarif qui nous semble trop élevé vu son manque de polyvalence moteur. A noter, une version 7 places sera proposée en 2013.